Je suis Louise Bellil, je suis née à la Longue-Pointe et puis je suis ravie aujourd'hui d'avoir l'occasion de reparler de mes jeunes années à la Longue-Pointe. Spécialement, moi j'aimerais rappeler un peu la vie à l'école Boucher de la Bruyère, au temps où les religieuses étaient en charge de l'éducation des filles. J'ai appris qu'elles ont été là de 1921 jusqu'au milieu des années 60. Et sauf en première année où il y avait des laïcs, 3 personnes de Longue-Pointe, 3 demoiselles, elles se sont chargées de l'école de la 2e à la 9e année. Elles enseignaient toutes les matières et elles étaient vraiment les reines et maîtresses de l'école. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de comité de parents, pas de consultation. C'est les sœurs qui décidaient comment les choses se passaient et les gens l'acceptaient comme ça. Donc, par exemple, je pense à une entrée scolaire. L'école commençait toujours le lendemain de la fête du travail. Et les enfants arrivaient soit pour le cours préparatoire, qui était, bon, un genre, je dirais peut-être d'école maternelle. Je sais qu'il y a des enfants qui sont passés par là, pas moi, mais certains enfants arrivaient à 5 ans dans la classe de Mlle Paquette. Ensuite, en première année, il y avait Mlle Bellagent, il y avait aussi René Leroux, et puis, non, il y avait 2 premières années et une classe de préparatoire. Et en première année, vous pouviez arriver à l'école gaucher depuis votre naissance, mais le premier jour, en quittant l'école, vous étiez droitier. Il n'était pas question que les enfants écrivent de la main gauche, là, comme ça se voit aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'ils faisaient pour... Miracle, mais ça se faisait. Sauf que, bon, c'était mon cas. C'est bien sûr que c'était des enfants qui écrivaient mal. Ça prenait du temps à avoir une belle écriture, mais il n'était pas question que des enfants demeurent gauchers, comme si c'était une minorité. Ils devenaient droitiers, comme je vous dis. Et bon, en première année, le but de l'année, c'était presque uniquement de préparer pour la première communion, tout en, bien sûr, en apprenant à lire et à écrire et à compter. Je pense qu'à la fin de la première année, les enfants lisaient. Mais l'objectif, c'était les enfants communiaient à 6 ans et c'était vraiment l'événement de la première année. Mais il n'y avait pas toutes sortes de matières? Il y avait, oui, bien sûr, il y avait d'autres matières, mais l'accent était vraiment mis là-dessus. Bon, par exemple, je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de contagions. Il y avait souvent des enfants qui s'absentaient longtemps. Les enfants avaient la scarlatine, par exemple. Bon, ils restaient plusieurs jours chez eux et tout ça, là. Mais quand ils revenaient à l'école, si les professeurs pouvaient assurer aux parents, oui, mais il va quand même pouvoir faire sa première communion, c'est ça que les gens voulaient. Ça se passait en première année, première communion, confirmation. Et puis là, ben, c'était, est-ce que je peux en parler? C'était la cérémonie. C'était un événement là, dont la famille, que la famille préparait, mais pas avec le faste d'aujourd'hui. Bon, les enfants on les exerçait, on les emmenait beaucoup à l'église. On les exerçait à marcher 2 par 2 et tout ça. Ensuite, il y avait la chorale de l'école qui chantait, qui se préparait très, très bien. Bon, c'était une petite jeune chorale, c'était les enfants qui voulaient, mais c'était très, très bien. Puis, le papa prenait congé ce jour-là. Des fois, ça se passait un jour de semaine. Et après ça, il y avait, bon, les enfants retournaient à la maison avec les parents, mais c'était pas les parties, là. C'était un déjeuner. On invitait, bon, les proches parents, le parrain, la marraine, et l'après-midi, bien là, c'était la fête pour l'enfant parce que on lui laissait son beau costume et on l'emmenait visiter la parenté. Et ça, bon, les gens leur remettaient un cadeau religieux. Ça, c'était un rituel de... C'était un... Ah oui. Ah oui, puis ça a pris du temps à finir parce qu'il est venu un moment où, justement, les commissions scolaires disaient, écoutez, c'est plus nécessaire d'habiller les enfants tous pareils, bon, à cause des conditions financières et tout ça, mais ça a pris du temps. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des parents qui tiennent à ça. Les petites filles avaient l'air vraiment comme de petites mariées, puis les petits garçons en complet foncé avec un petit col de celluloïd, et puis le brassard, et puis les souliers neufs. Puis c'est sûr que pour les enfants, bien, c'était l'événement parce que souvent, ils usaient les vêtements des plus vieux, mais là, c'était vraiment leur tour. Puis il y avait une coutume à la Longue-Pointe,
que une bonne dame fasse le trousseau complet pour un enfant pauvre de la paroisse. À chaque année, puis c'était broadcasté, là, les gens disaient « Oh, madame, une telle a habillé telle petite fille ». Et puis on regardait comment elle l'avait habillée, puis les gens disaient « Oh, elle est bien généreuse, elle a été, oh mon Dieu ». Alors qu'aujourd'hui, bien, tout ça se passerait le plus sobrement possible. Là. C'est-à-dire que c'était dans la paroisse, il y avait une famille qui faisait un trousseau pour une autre famille. Oui. Mais il y avait plusieurs familles? Non, c'est parce que, bon, c'est bien sûr que la maîtresse avait noté, par exemple, qu'il y en avait 2 dans sa classe, que si on les aidait pas, il n'y aurait pas le costume. Et puis, ben à ce moment-là, c'est ça. Des dames, ça, c'était spontané. Des dames venaient offrir, dire, ben moi, cette année, je peux en habiller un. C'était souvent des promesses, d'ailleurs, des promesses faites, je sais pas moi, au bon Dieu, si mon mari se trouve un emploi ou si je guéris de telle manière. Ça, on faisait ça. Alors, oui. C'est intéressant. Oui. Vous me parliez tantôt qu'il y avait l'absentéisme. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'absentéisme dans l'enfant comme ça? Non, pas tellement. Bien, écoutez, il y avait d'abord une excellente raison, c'est que les familles étaient tellement nombreuses que fallait que tout le monde aille à l'école pour que la mère puisse un peu vaquer à ses choses. Mais non, l'école était valorisée. Oui, ça, les parents envoyaient religieusement. Et puis, si ça se faisait pas, l'école y mettait bon ordre, hein? Parce que, bon, il y avait toujours une grande sœur dans l'école que la maîtresse pouvait appeler puis dire « Écoute, dis à ta mère, ça fait 3 jours qu'on n'a pas vu la petite, comment ça se fait? » Et puis, il fallait revenir avec un billet dûment signé. Donc, non, il n'y avait pas... et il n'y avait pas de décrochage non plus parce que il se faisait une élimination toute seule. Bon, les enfants allaient à l'école... jusqu'en 6e ou 7e année, l'école était pleine. Il y avait toujours, bon, des fois 3 classes de 2e année, 3 classes. Mais c'était le département d'instruction publique dans le temps. Et avant qu'ils appliquent une loi de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, c'était assez flou. Donc, les enfants qui n'aimaient pas l'école, qui ne réussissaient pas, il y en avait quand même. Pas tellement, cependant. Parce que, bon, les sœurs... piochaient, on doit dire, là. Et puis, il y avait pas, les sœurs n'étaient pas syndiquées, donc après l'école, si l'enfant pouvait rester jusqu'à 6 heures, si les parents n'y voyaient pas objection, il y avait du rattrapage et il y avait de la retenue, bien sûr. Mais donc, après la 6e, 7e année, il y a des enfants qui ne revenaient pas. Soit, bon, ils avaient souvent doublé, donc ils étaient rendus beaucoup plus vieux que les autres, et les parents comprenaient que, bon, ça ne marche pas. Donc, bon, les enfants allaient travailler. Un peu partout. Dans, je sais pas moi, passer des commandes, passer des paquets dans les cartonneries, dans des endroits où, en tout cas, c'était assez... On pouvait faire travailler des jeunes, je sais pas sous quelles conditions, là. Et puis chez les filles, ça arrivait souvent qu'une fille dise « Bien, je ne peux pas revenir l'an prochain parce qu'il faut que j'aide ma mère. Il y avait trop d'enfants à la maison. Des fois, la mère était malade. » Ça, malheureusement, c'était parfois le sort des aînés. Mais moi, j'ai eu connaissance que la supérieure, par exemple, fasse venir les parents à l'école et insiste beaucoup pour dire, bien, écoutez, votre fille, elle est talentueuse, c'est bien dommage, peut-être qu'on pourrait vous aider à la faire poursuivre des études. Entre autres, les sœurs aimaient beaucoup nous envoyer à l'école normale. Elles avaient des écoles normales et après la 9e année, bon, c'est arrivé qu'elles puissent, comme ça, bon... envoyer des élèves qu'on pouvait aider, des élèves talentueuses. Et puis, je me rappelle d'une, entre autres, sœur Denise Lucide, ça la fâchait quand une fille disait « Bien, moi, je m'en vais parce que je dois aller travailler, parce que mon frère s'en va au collège pour aider à payer le collège. » Alors, les sœurs, elles étaient vraiment pour la promotion de la femme avant ce qu'on connaît aujourd'hui. Ben oui. Mm-hmm. Parlez-moi de l'enseignement des religieuses. Bien, les sœurs, C'était inégal. C'est sûr que, bon, la plupart le faisaient avec grand cœur. C'était pas nécessairement toutes des pédagogues, mais elles enseignaient vraiment la plupart le mieux possible. C'est sûr que, bon, peut-être que certaines n'étaient pas tout à fait à leur place quand on a des souvenirs de religieuses qui étaient très punitives, très
colériques. Bon, c'était peut-être des personnes qui n'étaient pas à leur place. Puis en plus, on s'est aperçu, lorsque le département d'instruction publique a exigé des diplômes d'enseignement pour enseigner, aux surprises, moi, j'étais rendue à l'école normale et j'ai eu dans ma classe qui suivait mes cours des religieuses qui m'avaient enseigné quand j'étais petite. Donc, c'était des filles qui n'étaient pas diplômées, qui partaient peut-être avec un diplôme pour enseigner dans les petites classes, dans les écoles de campagne d'autrefois. Et on les a obligées à se... Mais en général, elles étaient des bonnes enseignantes. Bon, de toute façon, c'était leur œuvre, les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Tandis qu'à l'école des garçons, c'était les Frères de la Charité, dont l'œuvre était, je crois bien, les écoles de redressement, les écoles de réforme, peut-être vraiment la charité, le Mont-Saint-Antoine. Donc, ils se sont retrouvés à l'école des garçons, Saint-François d'Assise, mais pas nécessairement formés pour être des éducateurs, d'où des souvenirs de toute espèce qu'on entend régulièrement. Te rappelles-tu, le frère un tel, lui, il était fort sur telle punition, puis tel autre, et puis là encore, il y en avait des extras, bien, comme encore partout. Hein, il y a des bons professeurs, il y en a des moins bons. Mais moi, je garde un excellent souvenir de ma scolarité à Boucher-de-la-Bruyère. Puis je pense que les sœurs, elles n'ont pas attendu les activités pédagogiques pour en faire, comme les sorties pédagogiques. Il arrivait qu'elles louent un autobus, et puis, ben c'est ça, on demandait aux parents de nous donner quelques sous pour payer notre passage. Ça avait toujours saveur de pèlerinage, évidemment, au bout de la ligne, mais c'était comme ça. C'était quoi, par exemple? Ben, moi, je me rappelle qu'on est allé, ça, c'est pas un autobus, c'est en train, on est allé, il y a eu un congrès eucharistique à Ottawa. Je peux pas vous dire, dans les années, peut-être pas dans les années 40, là, je me rappelle d'être allée. Et puis, moi, en tout cas, le clou qui avait pesé pour que mes parents me disent oui, les sœurs nous avaient dit en plus, vous allez voir, on assistait à une messe, je sais pas trop, en plein air, mais vous allez voir les jumelles Dionne. Il y avait ça. On allait aussi, il y avait une religieuse qui avait de la famille à Ville-la-Salle, sur le bord des rapides, là. Alors, on avait été faire une belle journée comme aujourd'hui, un pique-nique là. Et puis, bon, ça finissait par aller chanter dans l'église avant de revenir, mais on était ravis. C'était des belles sorties. C'était des belles sorties. En plus, les sœurs nous préparaient... Bon, on avait une chorale, de bonnes voix, de jolis répertoires. On chantait à l'église, mais toute l'année scolaire était émaillée de petites fêtes. Bon, il y avait la fête du curé. Ça, c'était toujours... c'était une fête attendue parce que, on se mettait en belle toilette et tout ça, mais le clou, c'était que quand la fête était finie, si ça n'avait pas été trop long, c'était congé. Puis des fois, un curé plus généreux, on avait congé le lendemain. Et pas besoin d'avertir les parents d'avance. Il y avait des mères dans toutes les maisons. Donc, il n'y avait pas de problème de gardiennage. On revenait à la maison pour dire, bien, demain, c'est congé. On a le congé du curé. Il y avait le congé de l'inspecteur. Il passait un inspecteur des études là, qui venait nous questionner, regarder nos cahiers. Et puis, si c'en était un généreux, demain, c'est congé. Comment ça se passait avec l'inspecteur? Il arrivait dans les classes? Bien, il arrivait dans l'école et là, les sœurs étaient toutes énervées. Donc, on se préparait. On savait à peu près à quel temps il viendrait, puisque avant il avait été à telle école et la suivante, c'était nous. Et là, bien, il passait un bon moment dans la classe. Donc, les sœurs avaient le temps de nous préparer. Elle se disait, bon, il a questionné là-dessus. Et là, bien, la sœur s'assoyait. Un peu comme on a vu dans, comment ça s'appelait, là, le téléroman qui a été tant aimé, là. Les filles de Caleb. Ça se passait comme ça. Le curé, l'inspecteur s'assoyait, regardait les rapports. Le professeur sortait un grand cahier. Donc, il pouvait voir les notes des élèves, les absences, les présences. Et ça disait tous les jours le rapport de la classe. Il questionnait un peu. Et c'est bien sûr que si la sœur avait la chance, elle, d'aller chercher les réponses, bien, elle s'assurait des bonnes réponses. Et puis, bien, c'est comme ça que ça se passait. Et puis, il y avait, à Saint-François d'Assise, il y avait à la paroisse un petit abbé, l'abbé Maurice Ouimet. Maurice, je pense bien qu'il s'appelait. Un petit prêtre tout timide, tout effacé,
mais qui était un metteur en scène qu'on aurait pu mesurer avec n'importe qui d'aujourd'hui. Donc, le grand bonheur dans l'école, c'était quand l'abbé Ouimet nous annonçait qu'on aurait une séance. On appelait ça une séance. On organisait une pièce de théâtre, mais vraiment quelque chose de très, très bien, qu'on faisait à l'école, devant les élèves, qu'on allait refaire à l'école des garçons, qu'on refaisait devant les parents. Et après, il y avait même une tournée. On allait à Saint-Jean-de-Dieu. Et dans une paroisse, me semble, à Côte-Rouge, là, ça se promenait. C'était vraiment bien fait, avec des costumes loués chez Ponton. Bon, c'est bien sûr que les sœurs talentueuses à ce niveau-là s'en occupaient. Alors ça, c'était... Puis c'est ça, quand on arrivait dans la classe de sœur Denise Lucille, elle, c'était un peu la chef de ça. J'assure qu'on était... les meilleurs élèves possibles pour être choisis. Mais ça ne marchait pas tout le temps. Elle ne prenait pas toujours les mains. Okay. Quand vous parlez de l'école Boucher de la Bruyère... C'est le beau bâtiment sur la Valtrie qui a été converti, je crois, en coopérative. Si on la regarde bien, c'était une des belles écoles, sinon la plus belle de Montréal. C'est un bâtiment magnifique. Moi, quand je passe là, je regarde encore, c'est un magnifique bâtiment qui a l'air d'avoir été bien. Moi, j'ai été contente, même si je restais plus là depuis longtemps, quand j'ai su que c'était la nouvelle vocation, là. Oui, alors ça, c'était... Il y avait combien d'élèves dans cette école-là? Ah, il y en avait du monde. Je ne peux pas vous dire de... Mais comme je vous dis, bon, c'était des classes de 30 à peu près, bon, des 3 classes par niveau, jusqu'en 8e année, 9e année, là, il y avait... Des fois, il y avait peut-être 2 8e, mais c'était des classes de... Et puis, je vais vous parler des arts plastiques. Bon, là, les arts plastiques, on appelait ça, c'était l'heure du dessin. Et ça, il y avait du dessin le vendredi si on avait eu des bons résultats en maths, si on s'était bien conduite et si ça n'avait pas marché, bien, il n'y en avait pas de dessin. Et le dessin, c'était, le plus souvent, on se passait un modèle découpé par la sœur. On faisait le tour, on le coloriait et les beaux dessins, c'était celles qui ne dépassaient pas les lignes. Il n'y avait pas de créativité, là, il n'y en avait pas. Puis, vers les années 45, je crois, il est arrivé des professeurs diplômés en dessin qui venaient une fois par semaine, je crois, en 9e année. Et là, bien, on partait de haut. Ça a pris du temps à se dégeler puis à faire des choses à main levée parce qu'on avait été habitué à dire « c'est pas beau parce que c'est pas propre ». Mais d'un autre côté, les sœurs, on faisait, à chaque année, il y avait des travaux, on avait un tricot à faire et une petite pièce de couture. Et à la fin de l'année, les sœurs faisaient une grande exposition dans la salle d'école et nos parents venaient voir. Donc, il y avait quand même une façon de se valoriser là-dedans. Et puis les sœurs mettaient les moins beaux en haut. C'était toujours le sort des miens parce que beau cher. Et puis les plus beaux en bas. Oui. Ça me fait penser, j'ai une question. Dans l'enseignement... Arrêtez-le, là, je vais vous poser quelque chose. OK. À la fête du curé, il se passait quelque chose d'assez amusant. Bon, moi... une année sur 2, je pense. J'étais choisie pour être dans la petite pièce. Et c'est sûr que c'était des pièces toujours très longues et récitatives et à caractère religieux. Et bon. Et puis le curé, bien, c'est bien sûr qu'il devait trouver ça long. Et comme la fête avait toujours lieu à 1h30 ou 2h de l'après-midi, je suppose que le curé sortait d'un bon dîner. Alors, ce qui se passait, c'est qu'au beau milieu de la fête, tout à coup, on s'apercevait que le curé cognait des clous. Et les sœurs étaient tellement habituées qu'elles nous avaient prévenu, les petites filles, même si monsieur le curé a l'air de dormir, vous continuez. Et donc, c'est ça, le curé avait il avait feu vert pour faire cette petite sieste, parce que, puis c'est vraiment ce qui se passait une fois de temps en temps. Alors là, on se demandait comment ça se fait, je devais pas être bonne. Non, les sœurs disaient, c'est correct comme ça. Et puis une activité très aimée des élèves, c'est que il y avait une pièce très bien aménagée qu'on appelait la classe d'enseignement ménager. Et là, il y avait une petite religieuse, toute petite, vive, et
que tout le monde aimait, qui était souriante, qui s'appelait Sœur Marcel Joseph, et qui nous recevait. Et puis la norme, c'était en 2e année, on y allait 2 fois. En 3e année, 3 fois. Bon, puis finalement jusqu'en 9e année où on y allait une fois par mois. Et là, on allait vraiment apprendre avec le livre, un livre de cuisine composé par les sœurs. On allait vraiment apprendre les rudiments de la cuisine. C'était vraiment des choses plaisantes à faire et des choses qu'on retrouvait dans nos maisons. Et par exemple, je me rappelle que on aidait la sœur à sortir les produits, tout ça. Et puis, elle nous avait expliqué que c'était bien important que le sac de sucre, qui soit... Parce que d'habitude, les sœurs, elles mettaient les choses dans d'autres récipients et tout ça. Mais elle nous disait, le sac de sucre, vous le laissez dans le sucre, dans le sac, vous placez ça bien à la vue. Et j'ai appris plus tard, parce que j'ai continué à voir cette religieuse-là, et puis je disais, pourquoi vous ne vouliez pas qu'on mette le sac qu'on verse ça? Elle dit, le sucre nous était donné par la compagnie, je ne sais pas qui, et il le donnait dans toutes les écoles, mais à condition que les élèves voient le nom dessus. Mais par contre, la sœur ne nous poussait pas, elle ne faisait pas sa publicité, mais elle disait, non, vous devez pas, ça doit être comme ça. C'est ça. Et puis, finalement, c'était un cours qu'on aimait tout. En plus, c'est qu'après, quand le plat était fini, on pouvait le manger. Mais ça avait son importance parce que il n'était pas rare, de toute façon, que des filles, après la 9e année, puis on avait 14, 15 ans, à 16, 17 ans, il y en avait des filles qui se mariaient. En tout cas, à 18 ans, c'était pas rare à la Longue Pointe. Donc, ce qu'elles avaient appris à l'école, c'était encore tout frais. Et puis, c'était... Ah non, ça c'était un cours. C'est bien sûr il y a des élèves qui aimaient faire les tannantes, là aussi, parce qu'on entrait là, on s'occupait de tout et on devait partir quand tout était nettoyé, bien rangé et... Alors ça, c'était... Est-ce qu'à part la cuisine, est-ce qu'il y avait d'autres matières dans l'entretien ménager qui étaient enseignées? Non. On appelait ça l'enseignement ménager et on apprenait à faire la cuisine. Bon, puis il y avait des temps de l'année où il y avait des thèmes. Bon, par exemple, on fêtait beaucoup la Sainte-Catherine. Donc, toutes celles qui passaient dans le mois dans les jours avant la Sainte-Catherine, tout le monde apprenait à faire de la tire et de A à Z. Puis un beau souvenir que j'ai aussi, c'est qu'il y avait... une religieuse très entreprenante, la sœur Denise Ducil. Elle, bon, tout le monde s'en rappelle encore, elle était douée, c'était une artiste, c'était vraiment une artiste. Elle avait, là, au bout des doigts, tout lui réussissait, puis elle était pleine d'imagination. Elle nous faisait passer dans les classes, ramasser les copeaux de crayons, dans les tailles crayons, là. On appelait ça les aiguisures. On mettait tout ça dans une boîte, et au temps de Noël, on ajoutait de la colle. On faisait une espèce comme du stucco aujourd'hui, et on taillait des crèches dans des boîtes de carton. Ça faisait des choses magnifiques. Moi, mes parents ont jeté la mienne, là, lorsqu'ils sont déménagés dans une maison, la LOC, puis j'ai eu bien de la peine, mais là, elle était vraiment fatiguée. Mais c'était... Bon, puis vous imaginez qu'est-ce que c'était pour les sœurs de nous installer pour faire ça? C'était pas propre, hein? On apportait de chez nous tout ce qu'il fallait, mais les sœurs disaient, bien, après, apportez un seau, puis après ça, il faut faire le ménage. C'est toutes des choses qu'on n'aurait pas eu la chance de faire chez nous, hein, parce que c'était pas nécessairement, ça prenait de l'équipement. Alors, cette sœur-là, elle avait une imagination pour nous faire un tas de choses. Mais comme je vous dis, c'était toujours les sœurs qui menaient, qui avaient le dernier mot. Alors, les enfants, pour qui ça allait moins bien, il y avait 2 attitudes. Soit il y avait des enfants qui retournaient chez eux, qui disaient à leurs parents, j'ai été puni pour telle affaire. Soit les parents disaient, si elle te punit, c'est parce que tu le méritais. Ou bien, ah bon, ben on va y voir, tu lui diras ça à la sœur. Ça, c'était pas rare que des enfants reviennent, parce que, bon, il fallait faire signer, puis ils disaient, ben mon père, il fait dire ça. Ou bien, ceux qui, quand on se faisait dire, si elle te punit, c'est bien parce que tu le méritais. Bien, on ne le disait plus, on n'en parlait plus à la maison. Et puis, il y avait 2 années où il y avait un certificat. Donc là, toute l'année, on se faisait rabattre qu'on ne t'aura pas ton certificat si tu ne travailles pas mieux que ça. C'était un certificat du département de l'instruction publique. Mais c'était important. On partait avec un certificat en 7e année et puis en 9e année. Et à cette époque-là, les enfants doublaient l'école.
c'était une question de moyenne plus examen. On avait des examens de fin d'année et puis il fallait que tout s'équilibre. Ou sinon, les enfants doublaient. Alors, il y avait toujours des surprises. Il est arrivé que des enfants qui avaient toujours bien réussi, mais bon, on ne sait pas pourquoi, ils avaient manqué les examens et ça, c'était intraitable. Tu n'as pas la note, tu restes là. Donc, c'est comme ça aussi que des enfants, finalement, partaient parce que ça marchait jamais. Et puis, il y avait des familles qu'on attendait de pied ferme aussi. Bon, il y a toujours des personnes qui ont un souvenir, qui disent « Ah, à l'école, les sœurs étaient comme ci, comme ça. » Mais il y a des familles où, comme par exemple l'aînée pouvait avoir été une élève turbulente ou audacieuse ou indisciplinée, trop pour l'époque, quand il arrivait une petite sœur, « Ah, t'es une telle, toi? T'as besoin de t'asseoir parce que c'est nous qui éliminons ici. » Alors, il y avait des familles, elles étaient attendues de pied ferme, là. Puis moi, c'est ça, je me rappelle de certaines élèves, je me rappelle de 2 qui ont toujours été dans mes classes. Je me demande qu'est-ce qu'elles faisaient tant pour se faire autant chicaner. Puis j'en ai vu aux fêtes et tout ça, puis on s'en parlait. Elles disaient, moi non plus, je le sais pas. Paul, est-ce qu'il y avait des activités qu'on appelle aujourd'hui parascolaires? Oui, bien, il y avait beaucoup, oui, il y avait, mais c'était toujours teinté de religieux. Il faut dire là, qu'on était vraiment à la fin, c'était un petit peu teinté de jansénisme encore. Il y avait n'importe quoi, ça faisait plaisir au bon Dieu ou ça lui faisait pas plaisir. Et puis, les punitions, c'était moralisant. Oui. Bien, il y avait la JSC, il y avait les croisés, il y avait... On pouvait apprendre la musique, on pouvait prendre des cours de piano. Il y avait... Mais la JSC faisait beaucoup d'activités. Donc, on préparait toute l'année une espèce de grande fête dans la cour d'école à la fin de l'année. On n'était pas obligé d'en faire partie des comités comme tels, là. Mais bon, les croisés, on aimait ça parce que là aussi, bon, il y avait un petit costume, il y avait des petites choses. Mais moi, je suis sortie de là en 49, il n'y avait pas tellement plus que ça. C'était quoi la différence entre la JSC et les croisés? Bien, les croisés, c'était un mouvement de sacrifice. On avait, le but, là, c'était « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». Alors, au fond, c'était une façon de dire, bien, sois un exemple dans ton milieu. Et puis ça, c'était pour les petites, par exemple. Je pense qu'on allait là en 5e ou 6e année. Et puis la JSC, bien là, c'était plus une préparation à la vie, là. JSC, ça veut dire? Jeunesse étudiante catholique. Et là, dans la JSC, si on faisait partie des comités, bon, on était appelés à aller dans des camps étudiants l'été. Moi, j'ai participé à des choses comme ça. Puis ils nous ont menés. Je pense, bien, les sœurs, finalement, elles détectaient un peu dans les personnalités des enfants, comme encore, il y avait, oui, j'oubliais, dans les activités, il y avait les Amis de l'art. Ça, ça existait à Montréal. Il y avait des concerts le samedi après-midi à l'école Le Plateau. Encore là, les sœurs avaient des billets gratuits là, que la commission scolaire envoyait et elles les donnaient à des élèves qui aimaient la musique ou chez qui elles sentaient un intérêt, là. Alors, voilà. Alors, à l'école Boucher de la Bruyère, les sœurs avaient à cœur notre éducation, puis surtout notre instruction. Et de toutes les façons, elles faisaient les deux avec leur grand cœur, sinon à merveille. Et une chose très importante, c'était les devoirs et les leçons. Alors que l'on soit un enfant unique avec sa chambre et toutes les meilleures conditions, ou qu'on retourne chez nous puis qu'on est 8 dans la maison, on devait revenir à l'école avec des cahiers où on avait fait un devoir à l'encre avec la petite plume qu'on sauçait dans l'encrier. Et Dieu sait qu'il devait arriver des fois des petits malheurs à la maison, hein? Mais là, elles étaient intraitables. Il fallait que le devoir soit parfait et que les leçons soient... Et les leçons, c'était, bon, presque toujours du par cœur. On apprenait, il y avait le catéchisme, il y avait l'histoire du Canada, il y avait de la géographie, il y avait de l'histoire sainte. Et l'histoire sainte, en passant, moi, j'ai été
souvent, je me suis félicitée dans ma vie d'adulte. Lorsque j'ai voyagé, bon, il faut dire que c'est sûr qu'à l'école, on se disait, mais mon Dieu, c'est toujours l'histoire sainte. Bon, c'était encore très, très religieux. Mais lorsqu'on voyage, qu'on visite des musées, n'importe où, c'est finalement les grandes œuvres que l'on voit, c'est l'histoire sainte qu'on a appris. Fait que je me disais, mon Dieu, on attend d'écrier le temps de cette école-là, de la Révolution tranquille, mais en tout cas, il nous est resté ceci, entre autres, et le fait de bien écrire. On sortait de la 9e année, on lisait bien, on écrivait bien, on analysait très bien, on savait construire un texte, et on sait, et c'est resté, là, le savoir écrire, ça n'a pas été notre problème à nous, ça. Vraiment, là. Et puis, c'est certain, par exemple, que tout était teinté de... Tout était religieux. On additionnait des crucifix, des choses comme ça. Mais bon, c'était comme ça, puis vraiment, personne ne s'en plaignait. Et ils auraient été bien malvenus de s'en plaindre. Surtout parce que, comme je disais, c'est les sœurs qui me menaient à l'école. Hein. Ah, voilà. Oui, mon père était un fervent disciple de l'achat chez nous. Et puis, justement, il nous disait, on a tout ce qu'il faut à la Longue-Pointe, vous n'êtes pas obligé d'aller à la ville. Bon, c'est bien sûr qu'il fallait y aller des fois. Bon, par exemple, pour se trouver un manteau ou une paire de souliers des plus beaux souliers, bon, on ne trouvait pas ça. Mais ma sœur et moi, en tout cas, si on revenait le samedi de notre magasinage en ville avec des sacs de Eaton ou de Morgan, on s'arrangeait pour que notre père ne les voie pas. À la rigueur, Dupuis, c'était bien pour lui, mais il disait, chez Mme Brodeur, vous avez tout ça. Bon, chez Mme Brodeur, c'était un petit commerce situé sur la rue Notre-Dame. Et cette dame-là le tenait avec ses filles, dont surtout une qui s'appelait Annette. Alors, c'était deux femmes très à l'aise dans leur commerce, qui nous accueillaient bien, qui tenaient, on appelait ça dans le temps du magasin de coupons, je pense qu'on appelait ça. Elles avaient, bon, du tissu, des rubans, des souliers, des sous-vêtements. On pouvait vraiment faire un trousseau de petits bébés, habiller des enfants pour l'école. Alors, on allait chez Mme Brodeur pour trouver à peu près tout. C'était situé sur Notre-Dame? Sur la rue Notre-Dame, entre Saint-Just et le Pailleur. Et c'était agréable d'aller là parce que, bon, par exemple, bon, notre mère, les mamans nous envoyaient, bon, maman veut avoir telle chose, c'était à maman à choisir. Alors, Madame Brodeur nous faisait un petit paquet. Bien, va le montrer à ta mère, puis si ça fait, tu reviendras, puis si ça fait pas, bien, rapporte-le aujourd'hui. Et les choses se passaient comme ça. Et la plupart des gens trouvaient pas mal ce qu'elles voulaient là. C'était agréable parce que, bien sûr, c'était un endroit où échanger un petit peu des nouvelles aussi. C'était vraiment une vie de village, hein, l'époque dont je parle. À quelques portes de là, il y avait un petit commerce, on appelait ça chez Mademoiselle Rivet. Mademoiselle Rivet, elle vendait, je crois qu'elle vendait les billets de tramway, mais ça, là, je ne suis pas certaine. Mais c'est là qu'on attendait le tramway 22. Alors, bon, elle avait des bonbons, des cigarettes probablement, des cartes de souhait. Bon, et c'était un peu un personnage, c'était une personne célibataire un peu précieuse, qui avait un langage, mais absolument châtié, comme disait ma maman. Et puis, ma maman, elle disait que cette personne-là jouait du violon. Alors, c'était pas tout le monde. Alors, Son commerce, elle était sur la rue Notre-Dame. Notre-Dame, juste au coin de Le Pailleur. D'ailleurs, ils ont conservé, bon, cette maison-là a été retouchée, mais il y a une espèce de dôme sur la maison qui a été conservé, c'est marqué 1900, je ne sais pas quoi. Bon, ça a été gardé. C'était un tout petit commerce qu'elle tenait avec sa mère. C'était une espèce de mini 5-10-15 qu'on appelait là, dans le temps. C'était quelque chose comme ça. Mais elle tenait ça, c'était précieux. On n'allait pas s'exciter là. Ensuite, un peu plus loin. Bien, avant, je voulais parler, il y avait le garage La Pointe. À la Longue-Pointe, après ça, c'est devenu Longue-Pointe Chrysler. Mais au coin de Bruxelles et Notre-Dame, il y avait un gros garage à 2 étages et les frères La Pointe vendaient des voitures Dodge. Dodge et Chrysler. Et à l'époque, c'était de belles voitures. Il faut dire qu'à la Longue-Pointe, il n'y avait pas beaucoup d'autos. Il y en avait... Moi, en tout cas, je pense, là, quand j'étais petite fille jusqu'à 15 ans, sur la rue Le Pailleur, il n'y en avait peut-être pas 10. On parle des années? Des années de 40 à 50.
il y avait, oh non, il y avait que... Il y avait les taxis, puis quelques privilégiés, là, les familles qu'on trouvait les plus à l'aise, qui avaient des voitures, mais autrement, c'était absolument pas... C'était pas dangereux de jouer dans la rue, hein. On sortait des maisons, c'était le parc, il y avait des enfants partout, et puis quand quelqu'un faisait l'acquisition d'une voiture, on allait voir, hein, la belle auto, puis on les trouvait donc chanceux. Alors c'est ça, il y avait le garage La Pointe, qui est devenu, mais ils l'ont tenu pendant des années. Et eux aussi, c'était des messieurs très, très dignes. Moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que il y avait une politesse entre les gens. Je ne sais pas si ça existait ailleurs, je suppose aussi. La mode était comme ça. Tout le monde se saluait du bonjour madame. Les messieurs avaient des chapeaux qui soulevaient quand ils rencontraient une dame. Les messieurs soulevaient leur chapeau en passant devant l'église. On apprenait très tôt aux petits garçons à enlever le chapeau quand ils arrivaient dans une maison, où que ce soit. Et c'est ce qui me reste des commerces. On était très polis. Les commerçants savaient comment saluer les gens, alors qu'aujourd'hui, on rentre et puis on peut ressortir et personne ne nous a parlé. Il y avait la quincaillerie Ménard. Ça, c'était tenu par M. Edgar Ménard, qui était, lui, d'une politesse exquise. Voyez-vous, là, c'était un homme d'une politesse. Et son fils aussi, Yves, qui tenait ça avec lui. Alors, les gens de Longue-Pointe trouvaient là tout ce qu'ils voulaient, soit pour restaurer ou pour réparer ou rafistoler les maisons. Ça dépendait de ce qu'ils faisaient. Il y avait tout. C'était situé rue Notre-Dame, entre Saint-Just et Le Pailleur, mais de l'autre côté de la rue, là, du côté Père, du côté du fleuve. Et puis, à côté, il y avait un petit restaurant, mais là je peux pas vous en dire long. Je pense que j'étais trop jeune pour mettre les pieds là. Il y avait aussi le commerce d'assurance de Alexandre Vinette, qui a été là pendant des années, et A. Vinette Assurance. Et c'est son fils qui a repris, son fils et sa fille, qui ont repris ça jusqu'à, mon Dieu, ça fait pas bien. C'est ça. Et eux, ils ont été les derniers à partir lorsqu'on a démoli la rue Notre-Dame. Et là aussi, c'était des gens d'une exquise gentillesse et politesse. Donc, vous rentriez dans les commerces, mais vous rentriez à la fois chez des gens qui vous connaissaient et qui étaient contents de vous voir. Il y avait aussi toujours une Notre-Dame. Il y avait une petite modiste de chapeau. Pour dames, à l'époque, on avait besoin de chapeaux pour aller à l'église. Alors, il y avait un tout petit magasin de chapeaux tenu par une demoiselle Bélanger, qui était une personne, je me rappelle qu'elle avait une chaussure orthopédique. Et puis, on entrait. C'est sûr que les enfants, on n'allait pas là beaucoup, mais nos mamans allaient faire refaire des chapeaux. Et puis, c'était une dame qui avait du goût. Là, il y a passé Mme Bélanger. Ensuite, il y a eu une dame Toin, puis une dame Babin, qui essayait aussi de plaire à toutes les dames de Longue-Pointe. Puis ça marchait, puisqu'il fallait être couvert. Puis c'était la mode des chapeaux. Les femmes aimaient porter des chapeaux. Mais finalement, le renouveau à l'Église a fait que, n'étant plus obligé d'en avoir pour aller les commerces sont fermés. Il y avait sur la rue Notre-Dame une pharmacie, un espèce de tout petit local tenu par un monsieur, le pharmacien Boucher. Et ça, c'était tout près de chez le docteur Saint-Jean. Et puis ça, pour moi, c'était un endroit un peu mystérieux. Le monsieur avait un petit béret sur la tête, puis une petite veste grise, puis il prenait le petit billet qu'on avait. On allait faire remplir nos ordonnances là. Ensuite, il y avait un magasin qui appartenait à des commerçants étrangers, mais tenus par des demoiselles d'Agenais. On appelait ça le magasin blanc. C'était une espèce d'épicerie. C'était des belles demoiselles aussi, où les gens, nos mères aimaient aller là, puis jaser un peu. Ensuite, il y avait, avant que un Steinberg s'installe à Village-Champlain, il y avait plein d'épiceries-boucheries à la Longue-Pointe qui marchaient. Il y avait, sur la rue Curato, il y avait le magasin, on disait qu'on allait chez Filias Robert. Je ne sais pas s'il y avait boucherie, mais il y avait une épicerie chez Robert. Il y avait chez Gaston Brosseau, qui était un gros monsieur prospère avec un commerce qui avait l'air à bien aller. Mon père, à moi, en a eu un quelques années, collé sur notre maison sur la rue Le Pailleur. Et je me rappelle, c'était marqué son nom, là, Bellil Boucher Butcher. Et
beaucoup de commerces avaient leur nom and Son, par exemple, alors que personne ne disait un mot d'anglais, mais c'était là. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, il y avait une autre épicerie, rue Notre-Dame, entre Saint-Malo et de Boucherville, qui était Lirette. Le monsieur Lirette, je pense que c'était un homme aussi qui s'occupait, qui était connu là, dans différentes œuvres de la Longue Pointe. Donc, les gens s'approvisionnaient comme ça autour et on pouvait faire livrer par une voiture très souvent à cheval. Moi, je me rappelle de ça. Ils venaient nous livrer ça. Puis, il y avait des commerçants itinérants qui passaient. À part que, bon, le lait, le pain et la glace, il y avait Familex. Il y avait des messieurs qui passaient avec leur petite valise de produits. Bon, nous, les mamans achetaient du sirop à rhume. Ensuite, il y avait les Bros Fuller. Il y avait le monsieur Fuller qui arrivait, puis c'est bien sûr que les femmes restant à la maison, payant des maisonnées comme ça, il y avait toujours besoin de quelque chose pour le ménage. Alors, ça marchait bien. Il y avait Watkins aussi, qui était des espèces de petits produits un peu pour la santé, là. Puis ça avait l'air à marcher parce qu'il revenait. Et moi, il y avait un monsieur qui me fascinait. On l'appelait monsieur... Attendez, monsieur... C'était un juif de Pointe-aux-Trembles. Il arrivait avec sa valise, une grande valise. Je le vois encore avec son imperméable, son chapeau. Et là, il réussissait à rentrer dans la plupart des maisons. Il ouvrait sa valise et il vendait des lacets, des mouchoirs, des petites bouteilles de parfum, des nappes, des têtes d'oreiller. Et il vendait ça à tempérament. Donc, les gens pouvaient se payer des petites gâteries qui n'avaient pas les moyens probablement de payer comptant. Alors, son nom ne me revient pas parce que les gens qui entendraient ça diraient « Monsieur Smiley ». Alors, on courait. Quand on le voyait venir, on disait « Oh, M. Smiley s'en vient ». Puis c'est bien ça, M. Smiley, il aimait ça parce que c'est les enfants qui l'introduisaient dans les maisons. Alors, moi, je n'ai jamais réussi à le faire rentrer chez moi. Maman disait « Quand on a besoin de quelque chose, on va au magasin. Reste tranquille, puis amène-moi-le pas. » Oui. Et puis, avant que les épiciers bouchers aient des licences pour vendre de la bière, moi, je sais que mon père avait un commerce à ce moment-là, puis maman lui disait « Essaye donc d'avoir une licence, ça marcherait pas mal mieux. » Puis mon père en avait parlé à M. le curé, parce que mon père, moi, c'était un homme de toutes les... Mon père, c'était un bénévole là, de la Longue Pointe, un homme de bons conseils, un homme discret, qui faisait très bien ce dans quoi il s'était engagé. Et comme on avait, bon, c'est bien sûr qu'à la Longue Pointe, il y en avait des gens qui étaient trop émis avec la bouteille. Le curé lui avait dit « Oh non, c'est pas une bonne affaire, fais pas ça. » Mais est-ce que c'est vrai qu'à la Longue Pointe, j'ai appris par Mme Saillant, je pense, qui me disait que c'est de Dona Godin, je pense. Oui, oui. Puis qu'il n'y avait pas de débit de boisson. Non, il n'y en avait pas, puis il n'en voulait pas. Ah ben non, il n'y en avait pas, certains. Puis c'était très mal vu. C'est pour ça, mon père, moi, qui s'était risqué à lui en parler, qu'est-ce que vous pensez si je demandais? Il lui a dit « Joe, non, non, non. Jésus n'aimera pas ça. » Donc, les gens, quand ils fêtaient... Ben ils allaient, il y avait... bon, je sais que ça arrêtait à une taverne qui s'appelait le Dry Dock, au coin de Viau et Notre-Dame. Les gens changeaient de tramway là, pour prendre le tramway 22, et ceux qui avaient soif, ils rentraient là. Ça, c'était connu. Maintenant, les gens en achetaient de la bière, je ne sais pas où, des grandes bouteilles. Moi, j'en ai vu chez nous aussi, là, mais je ne sais pas lequel qui a parti le bal là, d'avoir, parce que, bon, finalement, tout le monde en avait. Et puis, les gens, pas tous, mais mon père a eu le malheur, lui, de faire ça. Il faisait crédit. Les gens, ils disaient « Marque-moi ça, Joe. » Mon père, il avait dans son magasin, un petit épicerie bouchée, là. Puis il y avait des petits carrés, des petits casiers, puis il sortait des livres de compte, puis il marquait, bon, un livre de biscuits ici, ça. Et puis, il n'y avait rien d'emballé, hein, les gens se servaient eux-mêmes. Mais finalement, bon, ça n'a pas été bien bon non plus de marquer, parce que il a revendu son commerce. Mon père, il tenait ça sans grand intérêt. D'ailleurs, il le faisait tenir. Il travaillait ailleurs, puis il avait mis des gens là-dedans. Mais est-ce que c'était... une pratique quand même courante que les épiciers en général faisaient une espèce de crédit? Bien, il le fallait.
Comme aussi, il y a eu une époque, tout de suite après la guerre, quand les gens sont... Bon, les gens sont il y en a beaucoup de Longue-Pointins qui sont partis à la guerre. Et, bon, tout a arrêté. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas de construction, rien. Il y a eu une crise du logement épouvantable. Il y a eu une crise du logement. Les gens revenaient, se mariaient et les gens louaient des chambres. Je me rappelle, moi, dans mon voisinage, là, il y avait des gens qui louaient leur salon double à un couple, puis le couple se mariait, puis un an après, il y avait un bébé, puis des fois un deuxième dans ces maisons-là. Et l'argent a commencé à revenir, mais les gens avaient eu de la difficulté aussi, donc ils faisaient attention. Ah oui, presque tout le monde était obligé de faire crédit. Mais les gens payaient aussi, là. Les gens, ils réglaient ça, bon, une fois par-ci, par-là. C'est sûr qu'il y en a qui n'étaient pas capables de le faire aussi. Mais c'était pas la consommation d'aujourd'hui non plus. Mais moi, je me rappelle, il n'y avait rien d'emballé, là. Il y avait des boîtes de biscuits, puis les gens se servaient avec leurs mains. Puis encore là, ça venait jaser. Nous autres, on savait tout parce que les gens venaient au magasin, puis on écoutait ce qui se disait. C'était vraiment bon. Puis il y avait des restaurants aussi. Ben là, je parle pas du restaurant Giguère. Moi, je n'y mettais pas beaucoup les pieds, mais ça, c'était au coin de Notre-Dame et Curateau. Et ça, c'était un grand rendez-vous de Longue-Pointe. Comme c'était devant l'église, bon, c'était souvent des endroits de ralliement avant la messe ou après la messe, ou bon, après une activité au cercle paroissien. Ça, s'il y avait quelqu'un qui vous parle des loisirs, ça, ça a été très, très, très intéressant aussi. Et d'autres commerces. J'ai entendu, par exemple, il y a quelqu'un qui me parlait qu'il y avait des cours à boire. Ah ben oui, il y avait les frères Martineau à la Longue-Pointe, qui avaient une grande cour à bois. Eux, ils vendaient du charbon. Il y avait plein de gens qui chauffaient la maison au charbon. Et puis à l'huile, et puis ils vendaient du bois de chauffage. C'était pas du bois de construction, par exemple, du bois de chauffage. Oui, ça a été des commerçants. Ah ben eux, oui, puis c'était des gens prospères, ça, à la Longue-Pointe. Et puis il y en avait d'eux qui vendait le lait, qui était un laitier, là, qui passait, ils appelaient ça une ronde, là, probablement qui sortait de Longue-Pointe aussi. Puis les frères Martineau aussi, ça, c'était des gens de bons conseils, là, des gens qu'on respectait, puis des bons commerçants. Ils savaient ce qu'il fallait faire pour... Ils étaient situés où? Eux, ils étaient rue Curateau, entre de la Valtrie et le Cours. Mais c'est ça, leur côté de rue, la rue Curateau, l'autre côté est resté et leur côté a été rasé pour faire place au pont-tunnel. Puis lui, là, Émilien Martineau, ce dont tout le monde se souvient, c'est que quand il mariait ses filles, c'était les plus beaux mariages. C'était là, des fêtes extraordinaires. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein? C'était pas les mariages, les gens n'attendaient pas d'avoir 10 000 pièces pour faire une réception. Il y avait plein de gens qui faisaient la réception à la maison de la mariée. Ils défaisaient une pièce ou deux pour danser. Les parents, la veille, faisaient un petit lunch bien ordinaire, puis un gâteau de noces au milieu de la table. Puis c'était une fête... puis les enfants étaient toujours invités dans les mariages, ce qu'on voit moins. Il y avait toujours des enfants parmi les invités. Mais les Martineau, eux, c'était vraiment, là, ils faisaient des mariages vraiment très, très beaux. On m'a parlé aussi de... Est-ce que c'est les Martineau aussi qui faisaient la glace l'hiver? C'est pas les Martineau, c'était les Toupin, les frères Toupin. Eux, ils avaient... où est-ce qu'ils étaient dans la glacière au Toupin? Il y avait une glacière pourtant aussi. Il y avait une glacière La Rose, on appelait ça la Montée des Sœurs, sur la rue... qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ça serait peut-être... C'était comme de l'autre côté du pont-tunnel, là, du côté ouest. Oui, c'était la rue de Boucherville. Mais les Toupins, où est-ce qu'ils la mettaient? Je ne sais pas, là. Ah non, je sais. Ils étaient... Oui, leur glacière était rue Saint-Just, tout près de l'école, près de la Valtrie. Ça a été... Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas si ça a brûlé ou... Et puis eux autres, c'était des personnages, là. Ils étaient spéciaux. Et puis eux, c'est ça, ils passaient l'été, ils vendaient la glace aux maisons. Tout le monde n'avait pas de réfrigérateur. Et puis c'est sûr que les bonnes dames allaient sur leur balcon, puis ils disaient, bien, il y en a qui disaient, bien, tu m'en apporteras un plus gros, tu m'en apportes toujours un petit. Puis eux, ils avaient leur clientèle, puis des fois, ils disaient, elle, là,
Il disait au petit gars qui est monté, « T'as-tu un petit, elle? » C'était pas assez gentil. Oui, 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 oui. Mais comment est-ce qu'il transportait ça? Comment ça coûtait? Ben, il y en avait à 5 sous, 10 sous, puis ils avaient une espèce de grosse pince, là, ils attrapaient ça avec, puis ça arrivait dans des maisons plein de brantis, puis c'est ça, il y a des femmes qui devaient leur dire, « Hey, attention! » C'est bien sûr que c'était livré de toutes les façons, hein. Alors, eux faisaient la livraison, ils passaient partout où il n'y avait pas de réfrigérateur, puis... Mais la commande, elle se faisait comment? Bien, on mettait une carte, je pense. On mettait une carte dans la fenêtre, là, tout pain, glace. Je pense que c'était ça. Et puis... il arrêtait ou il arrêtait pas. Puis il y a les femmes qui étaient plus économes enroulaient le bloc de glace dans du papier journal pour qu'il fonde moins vite. Mais dès que les frigidaires sont arrivés, ça, c'est quelque chose qui est... Oui. Puis comme tout le monde n'avait pas le téléphone, hein, les téléphones à la Longue Pointe, vraiment, il y avait les commerçants, puis encore là, les gens plus à l'aise. Moi, je me rappelle, je parle toujours là, des années jusqu'à 50, là, on s'écrivait, on recevait souvent une lettre. Bon, ma tante de la rue Fabre nous écrivait qu'elle viendrait dimanche. On avait une lettre avec un timbre de 2 sous, si la lettre était cachetée, puis d'1 sou si c'était pas cacheté. Puis on disait, c'est correct. Puis tout le monde n'avait pas le téléphone. Ça aussi, par exemple, quand ça a été plus accessible, ça a été un plus pour tout le monde. Puis on était 2 par ligne pendant des années. Moi, je me rappelle quand on s'est mariés, nous autres, en 58, puis on a été 2 pendant 3-4 ans. Oui, oui, oui. Ça veut dire que le quartier... c'est parce que là, je fais référence, il y a eu une crise du logement, mais ça s'est développé à un moment. Oui, oui, bien c'est ça. Après ça, mais ça, la crise du logement, ça a été incroyable. Ça a été... Puis, les propriétaires avaient droit de mettre leurs locataires dehors pour prendre leurs frères, leurs parents. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés... Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi ça s'est passé, mais il y avait plein de monde qui vivait en chambre. Oui. Et puis, il y a eu, à cette époque-là aussi, bon, ça a été les années de guerre. Donc, il y a plein de gens qui se sont enrôlés. Ceux qui n'avaient pas d'emploi, bon, ils s'enrôlaient. C'était une bonne façon de s'en tirer. Et quand ils sont revenus, il y en a beaucoup qui... Moi, je me rappelle que maman, elle disait, c'est une bonne affaire qu'un tel soit allé. Et quand il est parti, il se traînait les pieds, puis là, il se tient bien, puis... Mais là, c'était drôle parce que quand ceux qui sont allés au front, surtout, les familles en avaient été très inquiets. Et ceux qui revenaient, les gens les fêtaient. Il y avait des grosses fêtes dans les maisons. Et ils leur mettaient des pancartes dehors. « Welcome home, son ». Parce que ces gars-là, ils avaient tous appris l'anglais, l'autre côté. Alors, c'était comme un hommage, là. On les recevait comme ça. Et puis, il y en a qui se sont cachés. Moi, j'ai eu un cousin, entre autres, qui s'est caché, et puis il y en a eu d'autres à la Longue Pointe qui se cachaient. Bon, quand ça a été le temps ils étaient dans l'armée, mais quand ça a été le temps de les faire traverser, moi, mon cousin, sa mère, elle était morte de chagrin, puis elle l'a gagné à se cacher. Et il y a eu des délateurs, c'est certain. Donc, on disait, attention, un tel qui rapporte, et en pleine nuit, les gens appelaient ça les spotters, là, les polices militaires arrivaient en pleine nuit en moto et réveillaient tout le monde et vidaient la maison. Ça a été très, très... Tout ça, je trouve que ça a été passé très, très vite, là, mais ça a fait partie de l'histoire. Il y en a quelques-uns à la Longue Pointe qui se sont cachés puis qui sont sortis après. Comme autant, on disait qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés chez les frères à ce moment-là pour échapper à l'armée et qui sont ressortis après. Alors là, oui. Puis les gens, les voisines, autant tout est déballé aujourd'hui, autant il n'y a pas grand-chose de secret aujourd'hui, tout était secret. On savait à peu près rien on se doutait, ce qu'on voyait, mais il ne fallait même pas en parler. On savait qu'il y avait des choses, non, on n'en parlait pas. Et les voisines pouvaient devenir très amies, mais elles se vouvoyaient. C'était Madame une telle, elles pouvaient se parler d'un balcon à l'autre, mais c'était Madame et vous. Et les enfants, beaucoup vouvoyaient leurs parents aussi. Comme à l'école, on nous vouvoyait.
de la première à la 9e année, c'était vous. Vous, mademoiselle. Je ne sais pas les garçons, mais nous... Donc, ça faisait maintenir aussi une espèce de distance, là. Qu'est-ce que je veux dire? Il vient d'autre, des commerces. Bon, c'est sûr qu'on avait les cordonniers. Il y avait une espèce de petite manufacture sur la rue. On appelait ça la boutique Saint-Jean. Ils faisaient des souliers dans ça. Et c'était les frères Saint-Jean, je pense, de la parenté du docteur Saint-Jean. À l'époque, les docteurs venaient à la maison. C'était courant. On pouvait n'avoir qu'une petite grippe. On appelait le docteur, puis il se déplaçait la nuit aussi. Ça allait de soi. Et puis, paraît-il qu'ils n'étaient pas toujours payés. Si les gens pouvaient payer, très bien, mais comme les gens n'allaient pas beaucoup chez le spécialiste, je repense, là, ce que le docteur avait dit, c'était correct. C'était rare. Les gens allaient pour les yeux, les oreilles, chez les docteurs, je ne sais pas qui, là, sur le boulevard Saint-Joseph. Ça, c'était, hein, puis c'est sûr, les gens se disaient, celui-là, il est très bon. Aller là. Mais les gens se contentaient de ce que... Tu sais, d'y aller pour la prévention, là, c'était rare. Donc, on peut supposer qu'il faisait beaucoup d'accouchements à la maison. Oui, il y en avait beaucoup, oui. Oui. Les enfants s'en allaient chez la voisine et puis ils revenaient puis ils disaient « Ah, on a un petit bébé. » Est-ce qu'il y avait plus d'accouchements à la maison? Ça, je me rappelle pas assez, là. Je peux pas le dire, mais il y en a qui... Avant l'hôpital Maisonneuve, en tout cas, il y en avait plus à la maison, mais les gens allaient accoucher à la Miséricorde aussi, puis Notre-Dame. Mais avec, bon, l'hôpital Maisonneuve, mais ça s'est bâti dans les années 50. Et là, tout a changé, hein. Ça a changé vite, là. À partir de quand ça a vraiment commencé à changer rapidement? Moi, je dis, c'est peut-être... nous autres, on est partis de là en 65. Moi, je dis que c'est l'avènement de la télévision. Tu sais, quand on a vu ce qui se passait ailleurs, puis l'instruction aussi. Les gens ont commencé à aller à l'école plus longtemps. Alors, quand les gens ont raisonné par eux-mêmes, tout a été vite. Parce que, bon, c'est ça, tout ce qui s'est passé pour le pont-tunnel, c'est terrible. Ça a été un déracinement, un arrachement. Et, bon, parce que le clergé est impliqué nécessairement là-dedans, à cause de l'Église, bien, les gens, c'était interdit, hein? C'était interdit de parler, de ne pas être d'accord. Alors, ce qui s'est dit, ça a dû se dire dans les maisons, mais on ne pouvait rien dire. À votre souvenir, comment ça a commencé, ce que vous en avez appris de ce phénomène-là, dans le fond, ce projet? Moi, j'en ai pas un souvenir très, très précis. C'est parce que nous, en plus, à cette époque-là, on s'était mariés on s'est mariés en 58, et puis on est parti de Longue-Pointe en 63. Mais je pense qu'en 60, on avait commencé à dire, nous, on voulait s'en aller. On voulait aller vivre ailleurs, parce qu'en avant de nous, il y avait ouvert des commerces. Bon, il y avait des camions qui venaient faire des livraisons, puis j'avais peur pour mes petits-enfants. On a décidé d'aller ailleurs. Bon, ça s'est parlé un peu comme n'importe quel gros projet. Il va se passer ici. Je sais, par exemple, que bon, les gens allaient chercher des permis pour arranger leur maison, puis la ville disait, non, attendez, il y a quelque chose qui s'en vient. Ça, c'est sous le gouvernement Lesage, hein? Et puis, bon, ben là, les gens se sont mis à se poser plein de questions, puis les rumeurs et tout, mais je ne peux pas vous en dire tellement plus. Okay. Par contre... Je sais que le curé Godin a passé pour avoir... accepter peut-être des compromis, mais je pense qu'avec l'histoire, quand on a su je pense qu'il y avait, ce pauvre lui, là, il y avait aucun choix. C'est sûr que tout le monde disait, pourquoi ils vont pas passer un peu plus loin? Bon, il y avait des champs juste à côté, puis il n'y a rien qui est impossible, hein, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, presque en même temps, puis je me demande pourquoi, j'ai appris dernièrement que l'église Saint-Bernard aussi a été démolie, puis rebâtie. Ils ont bâti une église très, très neuve. Une fois, en passant là, dernièrement, j'ai demandé à quelqu'un sur la rue, j'ai dit, coudonc, l'église Saint-Bernard, il me semble que c'était pas ça. Autrefois, bien, ils ont dit, ça a été bâti en 70. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont mis à terre, et était fini. C'est étonnant quand même. Il y avait peut-être un vent comme ça, là.
Mais moi, la petite histoire de ça, je ne la sais pas. Moi, mon père en savait beaucoup, mais comme je vous dis, il s'était toujours tu, puis il voulait tellement pas qu'on critique. OK. Par contre, vous me dites que pour certaines personnes, ça a été un déracinement. Oh mon Dieu, oui. Ah oui, oui, ah oui. Écoutez, les gens étaient... Bon, je pense à la rue de Boucherville-Saint-Malo, c'était des petites maisons probablement qui s'étaient passées de génération. Puis les gens tenaient à rester là, ils profitaient beaucoup, beaucoup du fleuve. Les gens qui habitaient là, la plupart avaient une petite embarcation, ils allaient dans les îles, c'était un plaisir hein, d'habiter près du fleuve. Puis bon, il y avait une gaieté à vivre à la Longue-Pointe. Paradoxalement, au peu de moyens. Mais je dis peu de moyens, les gens n'étaient pas pauvres. C'était ouvriers spécialisés. Les gens qui travaillaient pour les pétrolières vivaient très, très bien. Il y avait des gens qui travaillaient chez Catelli, il y avait l'ordonnance, il y avait la cartonnerie Warebound, je pense que ça s'appelait, il y avait les cimenteries, bon, puis il y avait ceux qui travaillaient sur place, il y avait les pompiers, il ne faut pas que j'oublie de vous parler des pompiers. Il y avait un phénomène très drôle, c'est qu'à notre poste de la rue Notre-Dame, il y avait des pompiers qui, au lieu de jouer aux cartes ou de faire des ménages comme la plupart faisaient, il y en a qui avaient développé une habileté à tricoter et à tricoter au crochet des châles de baptême. Et c'était le chic d'avoir un châle tricoté. Moi, je n'oserais pas nommer les gens. Quelqu'un m'en a nommé 2, mais je ne suis pas assez certaine. Si c'est vrai, bon, je les connais. Et puis, ils tricotaient avec beaucoup, beaucoup de soin, des châles très, très élégants, puis pour habiller les bébés pour les baptêmes. Puis, il y avait des pompiers de Longue-Pointe aussi qui avaient un petit commerce parallèle. Ils louaient des bicyclettes parce que l'été, les enfants, il n'y avait pas... C'était pas comme aujourd'hui, là, des vacances organisées, puis que les chalets, les gens louent des chalets. Les étés, ça se passait, bon, de toute façon, on sortait de la maison, c'était un terrain de jeu, il y avait plein d'enfants. Alors, il y avait M. Brodeur et M. Falcon qui s'étaient munis de bicyclettes qui louaient à 10 sous ou 20 sous la demi-heure ou l'heure, dépendant de l'état de la bicyclette. Et ça, c'était très, très, très prisé parce qu'on avait une bicyclette. C'était pas tout le monde qui avait des bicyclettes. Moi, j'en ai eu une neuve avec mon certificat de 9e année. Puis le reste du temps, j'ai été porter mes 10 sous chez M. Falcon. Là, c'était... Comme l'été, l'œuvre des terrains de jeu, ça a commencé, je pense, là, dans les années 50. Autrement, il y avait la LOC. Il y avait une bonne dame de la LOC, Mme Vézo, qui organisait des pique-niques pour les enfants, qui louait un autobus. C'était la LOC, là, qui faisait ça avec d'autres dames que je ne saurais pas nommer, là. Et le curé annonçait du haut de la chaire, bon, tel jour, il y a un pique-nique, allez donner vos noms chez Mme Vézo. C'est une dame de la rue Le Pailleur qui était dans la LOC. Et puis, il remplissait un autobus ou deux, puis on allait passer une journée au bien-être de la jeunesse, qu'on appelait au bout de l'île. C'était quelque part près de la chapelle de la Réparation. Alors ça, c'était... Je pense que ça arrivait 2-3 fois par été. Autrement, les enfants jouaient... il y en a qui allaient dans la parenté. Puis encore, une activité, il y avait bien des familles qui ne partaient pas. Là, ceux qui ne partaient pas, c'est sûr qu'il y en a qui avaient ou des chalets ou qui en louaient. Les gens faisaient des pique-niques. Ils partaient en pique-nique, ils allaient dans les îles à Pointe-aux-Trembles. Il y avait des petits passeurs, là, des grandes chaloupes à moteur, des chaloupes, des espèces de verchères. Ils remplissaient ça de monde. Les gens allaient passer la journée dans les îles. C'était des loisirs. Et puis, les terrains de jeu ont commencé, où on a mis des moniteurs et des monitrices là, au parc Longue-Pointe, puis un peu partout. Les premiers à la Longue-Pointe, les premières monitrices, c'était Thérèse Clermont, qui est une retraitée de l'enseignement, puis Solange Simard, qui était justement la sœur de mon mari. La ville, c'était des étudiantes là, dans le temps, la ville leur apprenait et on allait. Puis il n'y avait pas de limite, hein, ils pouvaient avoir 50 enfants une journée, puis c'était correct. Puis la ville, une fois par semaine, ils envoyaient des pataugeuses. Ils dépliaient des espèces de grandes bâches, ils fermaient 2 bouts de la rue, et les enfants dont les parents voulaient allaient se baigner. Parce que c'est pas toutes les mères qui voulaient que les petites filles aillent se baigner s'il y avait des gars. Mais là, vous me dites qu'il y avait des pataugeuses portatives. Oui. Je peux pas vous...
Je me rappelle vaguement, ça ressemblait à des piscines, mais c'était pas haut. Et puis, ils installaient ça dans la rue, en face du parc. Ils arrosaient ça probablement avec les arrosoirs de patinoire, je suppose, là. Parce que moi, je n'avais pas le droit d'y aller. J'allais regarder, mais... Et puis, les enfants se baignaient dans ça, mais c'était pas pour nager, là. C'était pour se rafraîchir. C'était à quel parc? Au parc Longue-Pointe. On appelle ça le parc Longue-Pointe. C'était sur la rue Curateau, entre la fontaine et le cours. C'était un grand parc installé là, avec des balançoires, des glissoires. Il y avait un cheval allemand, tout ça. Puis il y avait des gardiens dans ça. Il y avait M. Faulkner. C'était 2 monsieur de Longue-Pointe qui gardaient ça. Ils ouvraient ça le matin. On y allait. Puis eux autres, c'est ça. Quand les monitrices partaient, bien, ça fermait peut-être 1 heure ou 2 après. Il n'y avait pas d'accident là-dedans. Puis quand c'était fermé, c'est sûr que l'été, quand il y avait des enfants qui avaient fait des trous, là, on passait en dessous, puis on allait se balancer tant qu'on pouvait. Puis il y avait aussi, à Longue-Pointe, c'est bien sûr que les malades de Saint-Jean-de-Dieu, ça faisait un peu partie de la vie de Longue-Pointe. Il y en a beaucoup qui circulaient, qui venaient, il y en a qui venaient dans les restaurants, il y en a qui venaient... C'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens de Longue-Pointe aussi qui travaillaient à Saint-Jean-de-Dieu, il y en a beaucoup. Alors, il y en a qui en reconnaissaient, qui étaient plus habiles que d'autres. Donc, ils venaient rendre des services dans les maisons. Les gens leur donnaient un peu d'argent et puis on les croisait, beaucoup, là. L'été, il y en a qui venaient vendre, ils allaient cueillir des cerises, puis ils essayaient de venir vendre ça. Puis là, c'est bien sûr que les gamins, ils tapent en dessous, puis là, ils s'en allaient en pleurant. C'était autant comme quand il y avait des processions de la fête du, je les revois encore, là. Il y en a qui s'alignaient le long des clôtures, puis ils regardaient passer l'air triste. Mais ils circulaient. Il y en a beaucoup qui circulaient, puis qui rentraient le soir. Puis il y a beaucoup de maisons à la Longue-Pointe où ils avaient, je dirais pas leur place, mais où on les accueillait, puis on les traitait bien. Il y avait beaucoup de gens de Longue-Pointe qui travaillaient. Ah oui, dans tous les métiers. D'abord, les premiers emplois étudiants, c'était souvent d'aller travailler l'été. On appelait ça gardienne. Aujourd'hui, ça serait préposé, là. Alors, on allait aider les sœurs. Pendant les vacances, des vrais employés. Puis, à la résidence Sainte-Thérèse, il y avait comme 2 blocs. Il y avait le gros Saint-Jean-de-Dieu, là, de l'autre côté de la rue Hochelaga. Mais entre Notre-Dame et Hochelaga, il y avait la ferme des sœurs. Les sœurs étaient autosuffisantes, là. Ils avaient des poulaillers, ils avaient des vaches pour le lait, ils avaient des porcs. Puis mon Dieu, quand on entend les débats aujourd'hui, quand les gens ne veulent pas de porcherie, on en avait à la Longue-Pointe, Il y avait des journées, là, c'était intolérable, mais personne ne disait rien. C'était comme ça. Oui, il y avait beaucoup de monde qui travaillait là, dans à peu près tous les métiers. Puis il y avait, il y en a qui rentraient là. Souvent, il y avait une cousine religieuse qui était là, qui les plaçait comme ça. Et oui, il y a eu... C'était un endroit où il y a beaucoup de gens qui ont fait leur vie en travaillant là. Le territoire comme tel, de l'époque dont vous parlez, de la Longue-Pointe, on peut dire que ça s'arrêtait où? Ça commençait où et s'arrêtait où? Moi, là, ce que j'appelais mon Longue-Pointe, là, ce que je connaissais, c'était comme de la rue pas Honoré-Beaugrand, l'autre après de Beau-Rivage, là, c'était au maire dans le temps. Pour moi, c'était ça, parce que je sais qu'il y avait, comme les maisons après, là, c'était la maison des Charlebois, puis une espèce de, on appelle ça un petit château du Dufresne, là, il y avait des belles maisons, là, qui sont devenues des maisons de chambre. Ça appartenait au Dufresne, là, du château Dufresne. Il y en avait deux. Ah oui, qui était située? Je pense qu'elle est encore debout. Une maison qui n'est pas loin de l'espèce de centre d'achat là, qu'il y a sur la rue Notre-Dame. Une belle maison à colonnes, là, qui est peut-être un peu défraîchie. Je ne suis pas certaine qu'elle... Je crois qu'elle est encore là. Il y avait de l'autre côté une très belle maison qui appartenait au Lapointe, qui a été rasée. Une espèce de petit château un peu breton, là. C'était une belle maison. Pour moi, ça commençait là et ça allait jusqu'à ce qu'on appelait, un quartier qu'on appelait Canotte. Mais ça venait de Connaught. Je crois qu'il y avait M. Connaught qui avait des terres là, mais nous autres, on disait, il reste à Canotte. Ça, c'était
passé le champ de Johnson, les rues Beauclerk et ce coin-là. Ça faisait partie de Longue-Pointe. Mais pour nous, ils venaient à notre école, mais on ne les revoyait pas après parce que c'était trop loin. Et eux, ils n'avaient pas de fournisseurs. Donc, ils disaient qu'ils venaient au village. Ils venaient s'approvisionner de tout. Mais pour nous, on n'avait pas le droit d'aller chez eux. Ils n'avaient pas le droit après l'école, il fallait qu'ils s'en retournent. Et ils faisaient ça à pied. Et puis, ça allait jusqu'à la voie ferrée de la rue Souligny. Puis encore là, il y avait juste quelques familles qui restaient là. Puis, ils ne venaient pas, eux non plus. Au-delà, donc, de la voie ferrée. La rue Souligny, là, jusqu'à la rue Souligny. Mais au nord de ça? Non, c'était... Je crois que c'était en fait Longue-Pointe, mais je ne sais pas où ils faisaient leur vie, peut-être à Tétroville ou... Mais par contre, il n'y avait pas grand-chose là, hein? C'est Nouveau-Rosemont qui a été bâti. Disons que jusqu'à l'ordonnance, là. Comme l'ordonnance aussi, bon, il y a bien des gens qui avaient ils appelaient ça des postings. Donc, qui venaient rester à Longue-Pointe parce que les militaires étaient basés à l'ordonnance. Il y a des maisons de vétérans, je pense. Oui, qui ont coûté rien. Hein, je crois que ça n'a pas coûté... Ça c'est ça. Ils appelaient ça, quand j'étais petite, là, quand ils en ont parlé, wartime housing. Et je crois que ça ne coûtait pas 9 000 seulement, ces maisons-là. Et c'était pour les militaires. Hein? C'était pour ceux qui revenaient, je crois, que c'était pour une espèce de récompense, là. Puis autant que c'est ça, pour les gens de Longue-Pointe, les premiers qui sont allés rue Bruxelles, bon, c'était tous des gens là, d'autour qui avaient décidé qu'ils étaient capables de mieux se loger. C'était des maisons non plus qui... Ça, c'est des maisons aussi. Oui, ça a été le projet intéressant de Longue-Pointe parce qu'il y a eu, un peu plus tard, bon, il y a d'autres développeurs. Il y a eu, bon, Village Champlain. Là, il y a des gens de Longue-Pointe qui sont partis là, dans des petits bungalows, là, de l'autre côté d'Hochelaga. Puis, à Longue-Pointe même, il y a eu des maisons qu'on appelait des maisons de Préfontaine. Ça aussi, c'était des petits cottages collés. Mais il est arrivé un malheur, là. Il y a eu des maisons, il y a des gens qui ont investi pour avoir leur maison, là. Ça, c'était entre La Fontaine et Ontario, sur la rue Curato. Puis le développeur, à un moment donné, il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir leur maison. Le développeur est disparu et puis c'est ça, il y a quelques familles là, qui ont eu ce malheur-là. Mais c'est ça qui a été le grand développement de Longue-Pointe. Les maisons. Ah ben oui, les gens qui s'en allaient là, et on disait qu'ils s'en allaient dans le petit Outremont, hein? C'est-tu bien cher, ça? Ben non, comme je vous dis, je crois pas que c'était 12 000 $. C'était peut-être 9-10 000 $. Mais pour l'époque, c'était cher. Parce que, c'est sûr, les femmes n'allaient pas chercher de salaire, hein? Mais par contre, elles coupaient une scène en 4 ans. Puis il y avait une entraide entre les femmes. Comme je vous dis, il n'y avait pas de travailleuse sociale et tout ça, là, dans le temps. L'aide, elle était spontanée puis immédiate. C'était entre belles-sœurs, entre voisines. Les gens se passaient des vêtements, s'échangeaient des patins. À l'école, on payait les livres. J'ai oublié de dire ça. On payait les livres. Les livres scolaires, on les payait. Donc, c'est bien sûr qu'on avait des leçons bien précises à la maison. Hein? Attention, parce qu'on va les vendre l'année prochaine aux petites voisines. Donc, c'est ça. Les gens faisaient vraiment là, des miracles. Puis, il y avait une espèce... Moi, je me rappelle, là, c'était beau de voir ça. Il y avait une espèce d'émulation entre les familles. Bon, toutes les familles étaient nombreuses. Entre voisines, elles savaient, ah, ben tu sais, celui-là, il est de l'âge du mien. Oui, toi, il est né tel jour, moi... Lui, donc, les gens, on savait tout des succès scolaires des autres enfants aussi, hein. Puis il y avait une espèce d'émulation entre les... Hein, ben, le mien est aussi bon que le sien. Et puis il y avait le bulletin paroissial. Ça, c'était drôle parce que ça sortait tous les mois. C'était une espèce de semenier, là. Et on mettait les succès scolaires des deux écoles. Mais c'était pas bête. À peu près tout le monde pouvait espérer y être parce que, bon, ça pouvait être les premiers en maths, un autre mois, les premiers en français, les premiers en instruction religieuse. Et il y avait même serviabilité, charité, politesse. Fait que là si vous placiez pas là-dedans, votre mère n'était pas contente. Oui, absolument, parce que tout le monde pouvait y passer. Ah, puis ça, c'était bien important. On avait hâte que ça sorte, voir si notre nom y était. Puis il y a des mères qui allaient dire à l'école, c'est toujours les mêmes.
Ma fille aussi, je le sais, elle est aussi bonne qu'elle, puis son nom, il est jamais. C'était l'émulation. Tout à fait. Ah oui. Mais moi, je dis, il y avait quelque chose de très sain, je trouvais. Bon, c'est ça, comme les gens avaient peu de moyens, il y avait une aide spontanée, puis il y avait une joie de vivre aussi, faut le dire, parce que, bon, avant la télévision, qu'est-ce qu'on faisait des soirées? Les maisons avaient des grandes cuisines, donc les gens veillaient dans la cuisine, veillaient avec d'autres, les gens se visitaient comme ça. Et puis, je me rappelle, moi, qu'au temps des fêtes, mais en tout cas dans ma famille, dans mon milieu, là, les gens regardaient le calendrier puis disaient « Ah, cette année, le carnaval est long. » Ça voulait dire que les gens se recevaient depuis Noël jusqu'au Mardi Gras parce que fallait remettre les politesses. Hein? Si on acceptait, bon, on faisait les repas des fêtes. Et c'était pas encore les grandes fêtes d'aujourd'hui. Souvent, c'était le midi au jour de l'an, le midi à Noël. Puis si le carnaval n'était pas long, il y en a une qui recevait le midi. Après ça, on allait chez l'autre ma tante pour souper. Souvent, c'était le même menu. Puis de dimanche en dimanche jusqu'au Mardi Gras, puis là, c'était carême. Là, tout arrêtait et tout le monde faisait le carême. Les hommes allaient demander des dispenses, hein, de réduire beaucoup, là, de jeûner, parce que c'était pas de la blague, là, fallait jeûner. Alors, ceux qui travaillaient très fort allaient demander des dispenses et les hommes maigrissaient pendant le carême. Et puis, non, c'était pas les fêtes coûteuses d'aujourd'hui, là. Mais c'est ça, il y avait... Puis les enfants se costumaient, hein. C'était pas juste à l'Halloween, au Mardi Gras. On passait aux portes et... C'était à quel moment? Le Mardi Gras, ben, c'était la veille du mercredi décembre, au début du carême. La veille du mercredi décembre. Puis pendant le carême, ben tous les enfants, on remplissait l'église à la messe de 7 heures. Les sœurs nous disaient beaucoup, c'était le temps de prier pour les pécheurs. Puis des fois, on en nommait. À l'école. Les ivrognes notoires, des fois, on disait, ben moi, je vais prier pour un tel. Et puis, on allait à la messe tous les matins. Si nos mères nous levaient, moi, la mienne était... Il y a des matins qu'elle disait, il y a bien trop de neige, je t'ai pas réveillée. Je pleurais parce que les sœurs à l'école, ils vérifiaient qui est allé à la messe. C'était gênant, hein, de ne pas lever. Vous avez cassé votre... vous n'êtes pas capable de faire des sacrifices, hein, parce que c'était... sacrifie-toi puis sois apôtre. Mais bon, on aimait ça, c'était... Hein, puis faire plaisir à la sœur, au professeur. Moi, j'aimais beaucoup l'école, alors... C'était bien rare que je n'étais pas heureuse dans une classe, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Dans ce temps-là, on trouve que l'année est longue. Après ça, c'est ça, quand j'ai été institutrice, je me disais, mon Dieu, les enfants qui n'aiment pas trop l'école, là, mon Dieu, qu'ils doivent trouver ça long, hein? Parce que, puis c'est ça, à l'école, tout était affiché, hein? Vous rentriez dans la classe, la prof, elle avait qu'à suivre ça. Ça venait du département de l'instruction publique. Bon, 8h30, instruction religieuse, 10h, ça, on suivait ça, puis... on passait à travers. Et il n'y avait aucune éducation sexuelle. On parlait pas, ça n'existait pas. On ne parlait pas de ça. Par contre, il nous conduisait à tous les mois, la veille du vendredi du mois, on avait des heures d'adoration à l'église. Les enfants, on allait à l'église. Et la veille, l'école au complet, les sœurs nous emmenaient à confesse. Et là, ils nous faisaient un examen de conscience avant de partir. Tout y passait, hein, les commandements de l'église, les commandements de Dieu, les manquements, les ci, les ça. Puis il nous disait, oubliez rien. Fait que... Le bilan. Oui, puis à tous les mois. Puis quand on partait en vacances, il nous disait, n'oubliez pas pendant les vacances, là, allez-y. Puis venez nous voir au couvent. Les sœurs, elles habitaient au couvent sur la rue aux Mères, qui est devenu aujourd'hui, c'est un centre, ils ont recouvert la maison, là, elle est difficilement reconnaissable. C'est un centre pour femmes en difficulté, peut-être, sur la rue de Beau-Rivage. Près de Notre-Dame. Oui. C'est un centre de jeunes. Oui, bon, bien, les sœurs restaient là. Puis elles nous disaient, les petites filles qui vont garder un beau souvenir de leur année, vous allez venir nous voir cet été. Alors là, nos mères disaient, bien, si tu veux aller voir les sœurs, là, ils nous sortaient nos ballons puis nos manches longues, parce qu'il fallait avoir ça à l'école. Hein. Puis si on n'avait pas des manches longues, les sœurs avaient dans leur tiroir, ils appelaient ça des manchettes. Puis ils nous mettaient ça. Puis on se faisait chicaner, là, si on était allé à l'école en manches comme ça. Ça prenait des manches longues, puis des ballons, puis un costume. En fait,
elle l'exigeait, sans en avoir tout à fait le droit, mais ça faisait l'affaire de tout le monde, parce qu'une robe d'école, toujours la même, c'était pas... Mais encore là, quand c'était le temps des robes blanches et tout ça, il y a des mères qui venaient se défouler, hein, qui disaient « Si vous pensez au lot d'enfants que j'ai moyen d'y acheter une robe. » Je sais pas ce qui se passait, parce qu'on était tout en blanc, en fait. Je sais pas ce qui s'était passé. Il y a la voix Madame Chose. Probablement. Mais ça, là, c'était... Tu sais, autant aujourd'hui, une chose comme ça se ferait... Bon, tu sais, on protégerait l'enfant de l'humiliation, de ci, de ça. Là, c'était... Comme autant, il y a des gens qui faisaient des promesses d'adopter un enfant s'il guérissait de telle maladie. Puis ils allaient chercher un enfant, puis l'enfant grandissait, puis on disait « Ah, c'est une belle... » On entendait ça. Eux, ils ont fait une belle charité d'aller chercher cet enfant-là. C'était la vertu, là. Puis les choses pas belles, comme je vous dis, on en entend... Non, c'était éradiqué complètement. Je sais que maman, des fois, elle disait « Un tel, là, il cogne fort. » Ça, elle voulait dire qu'il battait sa femme. Mais elle disait ça pas fort. On n'était pas supposé entendre ça. Puis la police venait juste quand les enfants cassaient une vitre à l'école. Vous ne voyiez pas de police autrement. Bon, les enfants allaient lancer des balles et tout ça, là. Mais autrement, c'était vraiment, là, une petite vie de village, hein? C'était vraiment une vie de village. Puis le fleuve, bien, beaucoup de gens en profitaient. Et, Vous en profitiez, vous? Moi, ben pas mon père n'avait pas d'embarcation, mais les Clermont, nos voisins en avaient. Puis on allait dans les îles, oui, on allait se baigner sur les battures. On se baignait dans le fleuve, hein, des fois dans les belles nappes d'huile, là. Partait, puis des bateaux, là, incroyables, hein? Il y en a qui se fabriquaient ça eux-mêmes. Pas sûr, c'était pas nécessairement dans les normes. On partait, puis bord de la galère. Puis il y avait des gens de Longue-Pointe aussi, surtout ceux qui restaient au bord de l'eau, qui avaient des chalets sur les îles à eux. Ils se bâtissaient ça, puis c'était comme ça. Là, vous parlez des îles. Les îles de Boucher. Bien, les îles, nous autres, on appelait ça à l'île Charon. Puis il y avait à l'île Sainte-Thérèse, Pointe-aux-Trembles. Puis il y en avait-tu une autre? Moi, le nom des îles, comme je vous dis, moi, j'embarquais, il me disait, viens, la petite Belle-Île, on va demander à la petite Belle-Île si elle veut venir, elle aime ça. Puis il m'invitait, hein. J'attends. C'était les îles en face. C'était les îles en face. Oui, plein de monde allait là. Surtout les gens des rues Saint-Malo de Boucherville. Bruno, là, c'était presque, ça leur appartenait, hein. Il y en a qui avaient des chalets. Oui, qui fermaient. Bien, on en voit encore. Moi, je passe souvent là, le long de la 132, là, je vais à Boucherville, puis on voit encore des chalets. Je ne sais pas si... Si c'est des restants. Oui, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui y ont accès. Bon, maintenant, il y a plus de... Oui, les gens, je ne sais pas à qui ça appartenait. C'était... Puis les gens allaient en pique-nique, là, comme je disais tout à l'heure, à la plage du Rocher. Ça appartenait à M. Durocher de la rue des Ormeaux. Puis il y avait plein de chalets, mais là, les gens les louaient. Puis il y avait une plage qu'on appelait plage Lebel, puis plage Idéale, là, dans ce coin-là. Ça, c'était très à la mode d'aller faire des pique-niques là, puis d'aller faire des pique-niques à l'Oratoire aussi. Puis à la Chapelle de la Réparation. Là, il y a des gens, des grosses familles, là. L'événement de l'été, c'était de louer un taxi, un grand taxi, là, il y avait des strapontins, là, des grands 7 places. Ils bourraient ça, là, tant qu'ils étaient capables. Puis ils allaient en pique-nique à Sainte-Anne-de-Beaupré, aller-retour le même jour. Et puis, ou encore à l'Oratoire ou à la Chapelle de la Réparation. Ça, c'était la sortie de l'été pour bien des gens là, qui avaient ces moyens-là. Je veux dire, quel sentiment que vous retenez, un sentiment général que vous retenez, vous, de tout le temps que vous avez passé? Moi, j'ai été heureuse. Mais je suis un tempérament heureux, moi. Et puis, je sais pas, oui, je pense que c'était... Puis je pense que, écoutez, lors de tous les événements qui viennent d'avoir lieu, j'ai rencontré beaucoup de gens que j'ai connus. Puis on disait tous, je ne sais pas si tout le monde dit ça dans notre âge, on disait c'était quand même un beau temps. C'était un beau temps. C'était un temps, c'était simple, c'était la simplicité. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont très discutables, mais moi, je suis
je suis capable de dire, bon, c'était l'époque, comme aujourd'hui. Bon, il y a bien des choses discutables, puis même qu'on se battrait contre, on se dit, ben c'est comme ça, et puis on fait avec, hein. Moi, je trouve que moi, je trouve qu'il y avait en tout cas une joie de vivre, une certaine qualité de vie, une belle simplicité, là, qui était agréable. Moi, c'est... En tout cas, je passe à chaque fois que je passe que je traverse le pont-tunnel, si j'ai le temps, je sors, je vais passer devant ma pauvre maison de la rue Le Paillard, qui était une petite maison misérable, puis qui n'a pas l'air bien plus reluisante. Je regarde, je passe devant mon école et tout ça, puis je souris encore. Tu sais, je me dis, bon, les temps ont changé. La vie n'a pas l'air plus facile, mais c'est la vie d'aujourd'hui. Mais c'est toujours avec plaisir que je passe là, moi. Ah oui. Oui. Est-ce qu'on a fait notre temps? Il y avait certainement de la pauvreté. Tout le monde ne réussissait pas à vivre facilement, ne serait-ce qu'à cause des familles nombreuses, puis de toujours, souvent, un seul salaire qui rentrait, ou encore de la maladie ou du chômage. Mais les gens étaient très orgueilleux et s'étaient cachés soigneusement le plus longtemps possible. Bon, il y avait l'aide naturelle, là, il y avait si les gens pouvaient les secourir, mais avant d'aller demander de l'aide, entre autres à la Saint-Vincent-de-Paul, je vous assure que les gens étaient prêts à endurer des choses, là, puis jamais personne ne revendiquait. Bon, aujourd'hui, on va en entendre revendiquer, puis ci et ça. C'était très, très, très caché. Et puis, moi, mon père, là, qui allait porter des coupons dans les familles pour leur permettre d'aller... Il revenait à la maison, puis comme je vous disais, mon père était très discret. On n'était jamais capable de... Bon, moi, j'étais curieuse, puis je disais, où est-ce que tu vas, comme ça? Il revenait, puis il disait des fois, il disait, pauvres enfants. Bien, il disait, pauvres femmes. C'est tout ce qu'on savait. On ne savait pas où il allait. Puis à l'école, ça paraissait pas trop. Moi, après, je suis restée amie avec des sœurs que j'ai continué à voir. Puis les sœurs nous disaient, vous savez, il y a bien des choses qu'on voyait, puis elles-mêmes, les sœurs avaient des familles, donc demandaient des vêtements, demandaient peut-être même des vivres, et puis, mais tout était fait dans la discrétion. Puis, maman, moi, je me rappelle qu'à chaque année, on avait des voisins, il y avait des enfants là-dedans, il y en avait. Il y en arrivait un par 9 mois, je pense. Puis maman, elle avait pris une entente avec la dame, elle faisait chaque année le gâteau de première communion. Puis il arrivait un enfant tout à coup par en arrière, Madame Bellil, il nommait là, un tel, là, il fait sa première communion cette année. Maman dit, bon, très bien, dis à ta maman que je vais faire. Puis elle faisait un gâteau, un beau, là, c'était un beau gâteau pour faire plaisir. Tu sais, c'était des petites choses comme ça. Puis les vêtements, on passait les vêtements, puis autant, bon, les enfants, c'était comme ça allait de soi qu'on allait patiner avec les patins de notre sœur, puis c'était pas, hein, aujourd'hui, ben c'est non seulement c'est les marques, et puis si j'ai pas telle marque, mais il n'y avait pas de consommation du tout. Mais quand elle est venue, hein, personne n'y a échappé, par exemple. Vous parliez tantôt de coupons. Oui, bien, il y a eu les coupons de rationnement aussi, mais non, mais je parlais, là, les coupons de Saint-Vincent-de-Paul. Bien, à l'époque, en tout cas, où mon papa s'en occupait, il allait leur porter un bon. Il appelait ça un bon. D'après le nombre de personnes qu'il y avait, il leur donnait, je ne sais pas moi, 25 ou 50 $. Et les gens, les bons, c'était entendu avec tel fournisseur. Bon, par exemple, ils allaient chez Gaston Brosseau, qui leur donnait une commande d'épicerie de tel montant. C'est ça. On a fait le tour? Je pense que oui. En tout cas, on a du matériel. C'est ici, il est accroché comme fou, oui.